Bon, on est parti. Bonjour à tous. Ouais. On va commencer du coup. Bienvenue. Cette conférence là sur Angular 2, sur les nouveautés d'Angular 2, qui ne sont plus nouveaux d'ailleurs. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler déjà d'Angular, qu'est-ce que c'est, etc. Pourquoi une nouvelle version? On va aborder pendant un petit moment donc les nouveaux concepts, une partie des nouveaux concepts. On parlera aussi d'outillage, hein. Et puis quelques stratégies de migration, voir, enfin ce qui existe en tout cas, et puis finir par 2-3 retours qu'on a au sein du programme. Pour se présenter. Bonjour, moi je m'appelle Olivier et du coup je me suis mis en tant que touriste pour venir à Bordeaux. Je suis venu parce que vous avez quelques dorés de plus qu'à Paris. Et voilà, et je travaille surtout donc, sur les technologies du web et particulièrement Angular 2. Et donc moi c'est Wassim, je suis développeur advocate chez Sphere à Paris. Je fais partie du programme développeur expert, donc nominé par Google, etc. Je fais pas mal d'open source, principalement autour d'Angular, Polymer et récemment du web Bluetooth. Et puis on a aussi nos Twitter en bas de la page si vous voulez nous poser vos questions, etc. par la suite. Pour ceux qui ont le Bluetooth allumé, tu voulais parler de ça? Ouais, justement. Voilà, donc il y a nos URL qui sont diffusées là en physical web, on va dire. Donc si vous avez la dernière version de Chrome sur Android, bref, voilà, pour les geeks. Wassim vient de dire qu'il était membre, donc il est Google Developer Expert. C'est un programme donc d'experts reconnu par Google sur des technos en particulier, et donc Wassim est expert sur le web. Si on va essayer de tenir en 47 minutes 53, si vous avez des questions qu'on n'a pas le temps d'aborder à la fin, n'hésitez surtout pas à venir nous parler. Après, on sera dans les couloirs. Voilà, juste n'hésitez pas. Et on part. Donc, juste un truc, on l'a pas demandé au début. Y en a qui ont déjà codé en Angular 2. C'est vrai. En prod. Plus personne. Et en Angular 1, pour savoir si les concepts d'Angular 1 déjà sont beaucoup plus sympa. 80%. Donc je pense que vous le savez tous déjà, Angular 2 c'est sorti, maintenant c'est officiel. On n'est plus en bêta RC, donc depuis le 15 dernier. Et puis voilà, il y a une histoire d'un développement tous les 6 mois. Tous les 6 mois on aura une version majeure. Enfin il n'y a rien de grave, hein, c'est juste histoire de suivre en fait le semantic versioning, XYZ. Donc tous les 6 mois on aura une version potentiellement on va dire majeure, mais pas forcément qui casse. On va dire beaucoup d'API. Hop là. Et puis, à toi la parole. On va devoir voir parce que Wassim vient de dire que les prochaines versions vont pas casser Angular. C'était une petite blague sur le fait qu'Angular 2 a beaucoup cassé Angular 1, a fait peur à beaucoup de monde. Donc, on va voir un peu pourquoi l'équipe a décidé de faire Angular 2 et pourquoi ça a été autant décrié, surtout au début. C'est tout ça, c'est tout simple. Vous regardez l'histoire du web, super screenshot de Netscape 0.9, 1994, donc avant même que JavaScript, un an avant JavaScript. Le web ressemblait à ça. Aujourd'hui, dans le web, vous avez de la 3D, vous avez des jeux vidéo, vous avez des applications, on parle même plus de sites web, mais d'applications. Et donc voilà, le web évolue vite et évolue de plus en plus vite aujourd'hui avec les standards qui se rajoutent beaucoup plus rapidement qu'à l'époque. Et c'est pour ça que Angular a dû évoluer avec le web. Et c'est pour ça aussi qu'on vous présente aujourd'hui Angular, parce qu'il va falloir aussi passer au futur du web. Alors, Angular 2, quand ils ont décidé de changer beaucoup de choses, une des premières choses qu'ils ont voulu faire, on va passer vite fait en revue certains pendant la conférence, donc et certains autres non. Mobile First par exemple, donc Angular 2 et avant tout penser sur mobile, c'est un peu la mode aujourd'hui, que ça soit, vous avez de plus en plus de startups ou de projets qui commencent avec une application mobile. C'est prêt pour le futur, on va le voir. Angular 2 prend beaucoup de concepts qui sont tout nouveaux, voire anticipent des standards qui vont arriver dans le futur. On a eu beaucoup de gains de performance, de rapidité. On est tourné Web Component, donc pour ceux qui connaissent ça. On a tout ce qui est animation qui est vachement tourné vers les standards, donc on est sur les Web Animation.
On a un nouveau routeur, on a du i18n, enfin beaucoup de choses finalement qui en font un framework très complet. Et on a pas mal d'autres choses sympas aussi. On a un serveur rendering, donc il faut savoir que Angular, on va le voir un tout petit peu après, n'est pas fait que pour tourner sur un client web. Vous pouvez très bien faire tourner Angular sur votre serveur. On a des web workers, on a Angular Native aussi qui permet de faire des applications natives sur mobile. Et aussi Angular 2 est prêt pour tout ce qui est Progressive Web Apps, dont on parle assez en ce moment. D'ailleurs, il y avait une présentation ce matin. Si vous ne l'avez pas vue, il y aura la vidéo, allez la voir. Et l'équipe Angular, quand ils ont décidé de faire Angular 2, ils ne sont pas partis tout seuls dans leur coin. Ils ont décidé de collaborer avec d'autres projets, notamment Ember. On verra tout à l'heure la CLI, qui est basée sur la CLI d'Ember, donc il y a eu pas mal d'échanges avec l'équipe d'Ember. On a aussi Ionic, qui était déjà très présent dans Angular 1, qui a participé au développement d'Angular 2, et Telerik, donc qui était plus sur la partie Angular native pour les applications mobiles. Donc voilà, c'est vraiment le fruit de la collaboration. Et j'ai oublié Microsoft avec TypeScript, vu que c'est le langage qui est utilisé dans Angular 2. Donc voilà, c'est le fruit vraiment d'une collaboration entre plusieurs projets. Donc justement, effectivement, il est temps de commencer à apprendre Angular 2. Je pense que vous avez peut-être déjà commencé à regarder un peu de doc, un peu de tutoriels sur Internet. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Angular 2, on va dire 90% du framework est codé en TypeScript. Donc TypeScript, on va voir, en fait, c'est simplement... Je vais passer à l'animation. Hop, hop. En fait, c'est un surensemble, c'est on va dire ça vient enrichir ES5, etc. Et ça englobe aussi tous les standards, enfin toutes les nouvelles API ES6, ES 2015 et les futurs standards. En gros, c'est une sorte de polyfill. À côté de ça, on a aussi les notions de type. Heureusement, pour nous, ça reste optionnel. Donc, on peut typer maintenant nos objets, etc. Mais bon, c'est vrai que l'équipe préconise quand même d'utiliser TypeScript. Mais on n'est pas obligé, on va dire, mais c'est très recommandé. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser du vieux JavaScript, ES5, ou du ES6 classique, on va dire. Et pour ceux qui veulent, les aventuriers peuvent utiliser Dart, sans troller. Donc, nous, on vous recommande vraiment si c'est possible, de vraiment commencer à apprendre TypeScript. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Mais si vous ne pouvez pas, au moins commencez à apprendre le S6. Commencez tous vos futurs projets à partir d'aujourd'hui, dès que possible, par passer sur le S6. Que ce soit sur Angular 2, voire Angular 1 ou même d'autres projets, n'importe quel framework, je veux dire. Et puis voilà, on vous a mis quelques liens sur notamment TypeScript. En fait, il y a un éditeur en ligne, vous pouvez jouer avec pour tester le langage, et c'est pareil aussi pour ES6. On va commencer maintenant voir quelques concepts, parce qu'il y a beaucoup de concepts en fait en Angular 2. Déjà, ce qu'il faut savoir, il y a un petit lag. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que quand vous codez une application Angular 2, en fait, c'est représenté sous forme d'un arbre de modules. Donc, et un module, on va dire, c'est on peut représenter ça comme ça, voilà, avec des briques. Et chaque module, en termes d'implémentation, c'est comme ceci. Voilà, c'est une classe ES6 qu'on vient annoter avec un décorateur ngModule et on lui passe en fait un certain nombre de configurations. Et puis ce module, on va par exemple prendre AppModule qu'on a vu précédemment. Lui-même en fait, c'est un arbre de composants. On peut résumer en fait, pour faire simple, une application en fait Angular 2, c'est un arbre de composants. Les modules, c'est juste en fait un concept. Et l'idée derrière, c'est vraiment de composer votre application avec plein de composants. C'est ça en fait, on va dire le concept 2016, c'est que tous les frameworks maintenant qui sortent sont, on va dire, à base de composants, components. Que ce soit des implémentations qui respectent le standard, les web components, les 4 standards, ou des implémentations maison comme pour React par exemple. En ce qui concerne l'implémentation d'un component, encore une fois, on est toujours sur une classe ES6. Je précise bien ES6, mais je vous ai parlé tout à l'heure de TypeScript. On va rester simple sur de ES6, qu'on va venir décorer avec une annotation component. Et en fait, du coup, là, on dit en Angular, cette classe-là, c'est un composant. Traite-le comme un composant. Traite-la, pardon, comme un composant. Et
Donc ici, on a un exemple, je vais avancer un peu plus les animations. Voilà, on va dire un exemple complet d'un composant qui s'instancie. Voilà, le haut, je veux dire, on a la classe, on vient la décorer, puis dans l'HTML, on instancie notre composant. Dans le composant, vous remarquez qu'on a mis voilà, un sélecteur. Donc en fait, là, je donne comment dire, le nom du composant, en fait, le nom avec lequel je vais l'instancier côté HTML, puisque je suis en train de créer en fait un élément HTML. Je viens enrichir le langage. Et puis, je lui file en fait un template. Donc là, le template, je lui donne en fait un sous-composant. Et j'aurais pu lui donner un simple HTML, on va dire. Ok, on va voir quelque chose d'un peu plus tricky. Comme dans que la plupart des bibliothèques, les composants en Angular, ils ont un cycle de vie bien particulier. Et en commençant par le Bootstrap. Donc c'est votre application, comment est-ce qu'elle va être lancée. Je vous ai dit tout à l'heure que Angular pouvait tourner, Angular 2 pouvait tourner autre part que dans un navigateur. Là, quand on lance, donc ça c'est vraiment notre fichier de Bootstrap, on fait un import de plateforme browser dynamique qui permet du coup de dire Angular, on va te faire tourner dans un navigateur web. Voilà. Alors ce plateforme browser dynamique, il permet de faire tout ce qui est interprétation du DOM et binding dans notre HTML. Donc on a notre module qu'on importe et la seule chose qu'on a à faire finalement, c'est la dernière ligne que vous voyez, c'est d'appeler le Bootstrap module et en passant en paramètre le module principal de notre application, qui est souvent appelé app module. C'est vraiment la route de notre application. Dans le cycle de vie aussi, on a, comme dans Angular 1, beaucoup de fonctions. Alors là, j'en ai juste mis une, c'est le engine init, qui est pas la toute première, mais en général celle qu'on utilise quand on veut faire quelque chose dès le départ. Et vous avez tout un tas de fonctions dans vos composants. On va pas venir en détail sur chacun d'entre eux. Juste, ils s'exécutent chacun à un moment de la vie du composant. Et en fonction de ce que vous voulez faire, vous pouvez les utiliser. Maintenant, les templates. Les composants ont des templates. C'est quand même ça qui est intéressant. On a simplifié un peu la syntaxe par rapport à Angular 1. On l'a surtout rendu plus naturel avec le développement HTML et JavaScript. Pour tout ce qui est interpolation des templates, des expressions, ça n'a pas changé. C'est toujours les moustaches, donc les doubles accolades. Là, ceux qui ont fait de Angular 1, ça ne change pas. Par contre, pour le binding des propriétés, donc je parle bien de propriétés, on utilise les crochets. Alors, ce qui est important à savoir là-dedans, c'est qu'on bind sur des propriétés et pas des attributs. Ok. Qui connaît la différence entre une propriété et un attribut? Ok. Je vais expliquer en pas longtemps. Quand vous écrivez du HTML, vous écrivez des attributs. Vous écrivez par exemple input type égale texte, id égale myInput. Type, id, ce sont des attributs. Et quand votre navigateur crée le DOM, donc l'arbre de composants, il va prendre ces attributs et il va en transformer certaines en propriétés. Donc c'est pour ça que quand vous avez votre DOM, votre objet de DOM, vous avez plein d'autres attributs dedans. Inner text par exemple, vous prenez inner text sur un input ou sur n'importe quel élément. Donc ça, ce sont des propriétés, voilà, que vous n'avez pas définies en tant qu'attributs, ce sont des propriétés. Et quand le DOM interprète, il y a certaines propriétés qui sont directement transcrites en attribut. Par exemple, votre identifiant, input type id égale myInput, là ça va être traduit dans une propriété id. Vous en avez d'autres qui ne sont pas traduites directement. Quand vous faites une classe par exemple, ça va être transformé, ça va être mis dans un objet class list. Ou vous en avez certains comme, je prenais l'exemple du input type. Si vous mettez input type égale Toto, c'est pas une valeur qui est correcte. Du coup, votre attribut sera Toto, la valeur, mais quand vous regardez dans l'objet de votre DOM, il va vous dire que l'objet est type texte. Donc ce sera en fait un input type texte, parce qu'il aura reconnu que l'attribut n'était pas valide. Ok. Donc voilà, les propriétés, ce sont les objets du DOM, les attributs, c'est ce que vous mettez dans votre code HTML. Ok. Alors, là on a des exemples. Donc on va dire que dans notre élément MyMenu,
on va binder sur la propriété myItem notre objet main menu. Et là, on a un autre exemple avec une image. Et comme je disais tout à l'heure, SRC, donc, on a l'attribut SRC qui existe et la propriété. Donc en général, quand vous mettez l'attribut, ça bind la propriété. Ce qui était le problème dans Angular 1, c'est pour ça qu'ils avaient fait des ng SRC, parce que il fallait attendre que l'attribut soit là pour mettre dans la propriété. Donc voilà, comment bind des propriétés dans Angular 2. Les événements, pareil, les propriétés, l'avantage c'était que c'était beaucoup plus respectueux des standards HTML. Pareil pour les événements, la nouvelle syntaxe sont des parenthèses. Alors vous avez les événements standards, comme click par exemple, qui sont les événements standards du JavaScript, et vous pouvez aussi définir vos propres événements. Donc là on voit qu'on a un événement YOLO, et qui sont finalement juste des callbacks de vos fonctions. On verra après exactement comment on les utilise, ça sera plus clair. Alors Angular 2, contrairement à Angular 1, fait le parti de ne pas avoir le two-way data binding par défaut. Vous savez, ce qui faisait que dans votre contrôleur et votre vue, dès que vous mettiez l'un des deux à jour, ça mettait l'autre à jour. En termes de performance, c'était pas tip top, et en plus on n'avait pas toujours l'utilité. On peut répliquer toujours quand même ce comportement en utilisant les deux notations qu'on vient de voir, donc à la fois les crochets et les parenthèses. Et donc quand vous écrivez ça, finalement ça revient derrière dans le code à écrire quelque chose comme ça. Donc vous avez votre propriété ngModel et un événement ngModel change qui va mettre à jour la propriété. Ça tourne en boucle. On peut répliquer quand même ce comportement, c'est très utile surtout par exemple dans des cas comme les formulaires. Plus d'exemples, donc voilà, vous avez input value. Je vous ai dit qu'on bindait sur des propriétés, il y a quand même quelques petits hacks dans Angular. Vous avez par exemple la deuxième et troisième ligne où, quand vous faites un label attr.for, vous pouvez accéder en fait à la valeur de l'attribut attr.for. Enfin, l'attribut en fait for. Ok ? Pareil, ils ont fait un petit hack pour le style. Si vous faites style point quelque chose, vous pouvez directement échanger le style. Donc ce ne sont pas des propriétés, mais ils ont fait des petits hacks comme ça pour accéder à ça. C'est pas des petits hacks, c'est des sucres syntaxiques. C'est du sucre syntaxique, mais ça déroge un peu à la règle du fait que normalement on bind sur des propriétés. Vous avez donc un exemple là de click toujours, de double binding, et le ngIf et ngFor, mais je vais laisser Wassim m'en parler tout de suite d'ailleurs. Donc en fait, effectivement, toutes ces syntaxes, on peut en qualifier ça en fait de directives pour certaines, et du coup, les composants d'Angular 2 font partie de la famille des directives. Et il existe en fait 3 catégories de directives en Angular 2. Il existe la famille des directives, ce qu'on appelle directives structurelles. Ces directives structurelles, c'est les directives qui vont venir manipuler le DOM, qui vont venir modifier en fait votre arbre DOM. Typiquement, un ngIf ou un ngFor vont venir rajouter des éléments dans le DOM ou les retirer. Du coup, la syntaxe, donc rien de magique, un ngIf ça prend une expression booléenne, et puis un ngFor, il faut apprendre ça par cœur. Let, la variable locale, of, une collection. Et je peux, comme en Angular 1, faire un track by par exemple. Un petit mot sur l'étoile, en fait, la petite étoile là que vous voyez. Ça, c'est aussi un sucre syntaxique en fait. C'est-à-dire que ngFor, derrière, le compilateur, il va traduire ça en fait vers le code ce que vous avez en bas en fait, en utilisant un template. Donc template, pour ceux qui connaissent les standards web components, c'est un des 4 standards. C'est pour ça qu'Angular 2 en fait respecte plus ou moins, enfin respecte bien, en tout cas pas mal ces API là. Ça veut dire que là vous avez la possibilité d'écrire ça, ce sera interprété par le framework. Mais sinon, si vous voulez écrire moins de code, vous mettez un étoile ngFor et ça marche aussi. Et donc ça marche pareil pour les ngIf et ça marche aussi pour la directive ngSwitch. Il existe aussi donc une deuxième catégorie de directives, ce sont les directives d'attributs. Donc ça, c'est les directives qui vont venir enrichir un élément existant. Ces deux notions d'ailleurs, on les avait aussi en Angular 1, quand on crée une directive en fait avec un restrict A, donc on crée un attribut, et les composants qu'on a vus avant, c'est des éléments avec un restrict E. Là par exemple, je vais venir, alors ne le faites pas ça, hein, le framework l'autorise, mais ne le faites pas, comme pour le attr d'ailleurs. Hein. On va venir modifier directement le style de la div, enfin le style, la largeur en pixels de la div. Et mySize, du coup, c'est une expression qui retourne un nombre. On a aussi la possibilité de
créer nos propres directives. Dans ce cas-là, bon, il y a un peu de code, mais on écrit toujours une classe et on va venir décorer cette classe avec une annotation directive. Et le framework sait qu'on est en train de faire une directive. Donc on lui donne un selector. Ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure d'ailleurs, c'est que les sélecteurs, en fait, là vous mettez une expression CSS3. Là, je suis en train de me créer une directive qui va être instanciée en tant qu'attribut. Donc les crochets en CSS, je vous apprends rien, hein, c'est les attributs. Je peux aussi faire des expressions de malade, c'est déjà arrivé. Et puis, ma directive, ce qu'elle va faire, en fait, elle va utiliser le renderer pour venir décorer l'élément en question. Et pour l'instancier, comme c'est un attribut, je peux faire comme ceci, myHighlight. Ce que je viens de dire à l'instant. Alors, juste une petite règle en fait. Olivier en a parlé tout à l'heure. Angular, le framework en fait, il est fait pour ne pas, comment dire, il n'est pas lié au DOM, c'est-à-dire qu'il utilise une sorte de DOM en mémoire en fait. Mais encore une fois, vous avez le droit de tout faire, c'est-à-dire que dans votre code, vous avez le droit de faire des document.coil-selector ou bien d'un ID par exemple, sauf voilà. On vous recommande de ne pas le faire, donc ne pas toucher directement le DOM, passer par ce que vous propose le framework. Par exemple ici, le framework en fait, vous donne un renderer, donc un renderer spécifique au DOM. Donc vous l'injectez, comme ce qu'on avait slide précédent, vous l'injectez dans le constructeur et on peut l'utiliser du coup pour attaquer le DOM, modifier le style, ce qu'on veut. Ça c'est très important parce que ça va vous permettre par exemple plus tard, si vous voulez, de prendre votre application Angular et la faire tourner dans un web worker pour plus de performance. Évidemment, le web worker, il n'a pas accès au DOM. Si vous mettez du DOM dans votre application, ça ne marchera pas dans le web worker. Mieux encore, vous avez la possibilité avec par exemple le projet Angular Universal, le module Angular Universal, de prendre votre application Angular 2 et de la faire tourner côté serveur pour que ça puisse vous générer une version statique de votre site pour tout ce qui est SEO et performance. Et pour ceux qui viennent en NG Europe la semaine prochaine, je fais un talk sur Angular Universal, 1 heure de talk pour vraiment détailler le module. Voilà, règle de base, faites au mieux pour ne pas vraiment toucher le DOM directement. Passez par ce que vous donne le framework. Et donc la troisième famille des directives, sans surprise, c'est les composants. Et en fait, les composants, c'est simplement des directives avec des vues. Vous avez vu tout à l'heure, on a fait un composant avec un template. On peut aussi lui donner du CSS. Et en fait, là, on a créé un composant graphique. Donc, composants et directives partagent, on va dire, les mêmes API. Ok, on va passer sur un autre concept. Les composants peuvent afficher des données formatées grâce à ce qu'on appelle des pipes. Alors, soyez pas perdus, les pipes, c'est juste un nouveau nom pour définir ce qu'on avait en tant que filtre dans Angular 1. Juste pipe, c'est plus standard comme mot, un peu comme ce qu'on a sous Unix. Alors, comme dans Angular 1, on a des pipes, on va pas dire filtres, déjà dans le framework, donc pour tout ce qui est date, uppercase, pour les currency, les pourcentages, etc., JSON, enfin tout ce qu'on avait dans Angular 1. Et ce qui change, c'est comment est-ce qu'on crée nos nouveaux pipes. Alors, Angular a encore une fois tiré parti des annotations. Donc, on a le @pipe, comme on a pour les composants ou pour plein d'autres choses. Et donc, on donne un nom et on implémente l'interface pipe transform, donc avec la méthode transform, où on récupère notre valeur et on fait ce qu'on veut dedans. Donc voilà, c'est assez similaire à Angular 1, ce concept. C'est juste vraiment la façon dont on les fait qui change. Je peux vous dire un petit mot. Implémenter l'interface, c'est juste du TypeScript. Hein. Si vous voulez, n'implémentez pas d'interface. Faites direct. Le plus important, c'est la fonction transform en fait. C'est juste pour les puristes, encore une fois. Si vous voulez vraiment faire du TypeScript. Ouais, c'est pas une obligation. Une chose par contre qui n'existait pas dans Angular 1, les pipes peuvent être stateful. Donc on peut faire des pipes asynchrones. Alors là, le code peut paraître assez lourd. Juste dans la méthode transform, donc on avait juste avant, qui est celle qui va appliquer donc du code sur votre valeur. On peut avoir du code asynchrone. Donc là, on fait un fetch sur une valeur, donc on appelle notre serveur. Et ce qui nous permet d'avoir du code qui ressemble à ça, par exemple. Alors là, c'est vraiment un exemple basique. On a une string, donc notre heroes.json, et on peut faire pipe fetch. Et en fait, le fetch, c'est juste le pipe qu'on a créé là, donc nameFetch, qui va aller récupérer la donnée sur le serveur, et une fois qu'il l'a récupérée, il va faire un pipe JSON dessus. Donc voilà, il y a des pipes qui peuvent être faits de manière asynchrone. Maintenant, on va parler
encore d'autres choses, des états, des states, des composants, et notamment de la manière dont ils communiquent entre eux. Alors, on a vu tout à l'heure qu'entre un composant parent et son enfant, pour que le parent communique avec les composants fils, on avait les bindings avec les crochets, et pour que le fils communique avec son parent, on avait donc les événements avec les parenthèses. Et vous voyez les deux petits concepts de input-output, c'est ce qu'on retrouve dans le code de notre composant. Alors là, par exemple, on a ThinkCard comme composant qui prend donc en propriété d'input un string, donc une property, et qui a donc un événement output pour remonter des données sur son parent. Et pour remonter des données, c'est très simple, on a un objet de type event emitter, et quand on émite une valeur dessus, ça remonte, ça appelle le callback dans le parent. Ah, il y a des flèches. Voilà. Voilà. Et du coup, en plus de tout ça, donc en Angular 2, on a forcément un routeur hein, qui a été réécrit 3 fois, mais on a un routeur quand même. Et c'est l'idée derrière ce routeur, en fait, c'est que c'est un routeur de composants. C'est à peu près, on va dire, inspiré de ce qui était fait avec UI Router, par exemple, et aussi, il me semble, Humber Router. Il y a des petits concepts comme ça empruntés. En tout cas, vous faites créer un fichier de configuration. Donc, dans un premier temps, là, vous allez configurer la liste de vos URL de la manière suivante. Vous avez donc la propriété path, vous lui donnez donc le chemin de votre URL, enfin à quoi ressemble l'URL, et puis vous la mappez sur un composant. Donc ainsi, si vous allez donc dans votre application, vous allez sur /cat, le routeur va activer du coup le composant cat component, et comme on a dit tout à l'heure que c'est un arbre de composants, ben en fait il va activer tout ce qui est en dessous et il vous affichera votre vue. Et pour finir, en fait, on appelle le routeur module pour enregistrer, enregistrer les routes, on va dire instancier les routes. Une autre chose très cool, c'est de faire du lazy loading. Alors pour ceux qui ont déjà essayé de faire du lazy loading en Angular 1, qui a réussi à faire du lazy loading en Angular 1 sans le module d'Olivier aussi lazy load? Voilà, sans surprise. C'est vraiment compliqué de faire du lazy loading parce que le framework n'est pas prévu pour. Donc il y a eu le hack, etc. pour que ça marche. Ça marchouillait, mais bon, c'était pas très intégré dans le framework. Alors que là, en plus, vous avez vu, là, c'est très agréable, hein, c'est très élégant, pardon. Vous avez votre chemin, vous lui dites au routeur, en fait, cette URL-là, c'est tout ce module-là qui va être chargé plus tard, quand je clique sur l'URL /cat. C'est pour ça aussi qu'on a cette notion de module. Donc quand on crée un module, une des bonnes pratiques, en fait, c'est que, j'aurais dû en parler tout à l'heure, effectivement, quand vous architecturez votre application, l'idée c'est d'avoir des modules séparés. Par exemple, avoir un core module qui va être un peu technique, votre code technique, typiquement des loggers, des services, etc. Vous les mettez là-dedans, le framework lui-même, Material Design si vous utilisez, Firebase, etc. Vous le mettez là-dedans, dans le core module. Et puis vous allez avoir par exemple un shared module. Et là-dedans, vous allez avoir vos composants partagés au sein du projet, voire même entre projets. Et puis, pour chaque feature, donc administration, client, machin, etc., vous allez avoir des modules séparés. Et tous ces modules-là seront regroupés dans app module. Donc app module, c'est la convention. Et du coup, pourquoi faire ça? C'est que par exemple, dans vos modules feature, client, administration, donc chaque module aura ses propres routes. Donc les routes qu'on a vues là, en fait, c'est par module. Et puis, vous allez pouvoir du coup lazy loader tout un bloc fonctionnel, tout un bloc métier plus tard. Vous n'avez pas besoin de bootstrap de l'application, charger l'administration, charger le panier, etc. Est-ce que lazy loading, c'est un terme qui parle à tout le monde? Oui, déjà, bien, bonne question. Qui connaît pas lazy loading? Qui connaît? Parce qu'il y en a qui se levé la main. Qui connaît? Expliquez-lui du coup. En fait, simplement, tu crées un fichier, enfin, tu crées un module qui ne va pas être chargé dès le début de l'application, qui va être chargé que lorsque l'utilisateur va cliquer sur un lien, et là, le navigateur va appeler le fichier JS qui contient la définition de tout ce qui va suivre, en fait. Voilà, comme ça, en fait, ton application va être plus légère, on va dire, et plus rapide à démarrer. Et on a aussi cette notion de garde, en fait, en Angular 2, on l'avait aussi en Angular 1, avec notamment les resolve, si je me rappelle bien. Pour faire simple, en fait, voilà, vous avez une page entre guillemets sécurisée d'admin et vous voulez vérifier l'identité
fois de la personne et contrôler l'accès, ben dans ce cas-là, en fait, vous utilisez l'attribut canActivate pour dire au routeur, ok, est-ce que je peux aller sur cette route? Et donc vous lui donnez en fait une fonction ou une classe qui retourne un booléen, qui par exemple va aller faire une requête HTTP, vérifier l'identité de la personne, connecter, etc., vérifier ses ACL avant de la laisser passer. C'est ce qu'on faisait avec les resolve en Angular 1. On a aussi la possibilité de, avant d'afficher j'aime pas dire vue, mais on va dire un ensemble de composants, une vue de composants. On peut aussi leur passer en fait de la data, et dans ce cas-là, en fait, on utilise le resolve. Donc cat, on va dire cat resolver, on a fait une requête serveur, on a récupéré des données, on la passe à la vue. Et donc une fois qu'on a configuré nos routes, en fait, il suffit du coup de les enregistrer dans le module en question. Donc là, on est sur le, vous voyez pas dedans, on est sur le module app module par exemple, et on enregistre dans la propriété import du module en question. Voilà, c'est un dernier slide sur le routeur, donc pour montrer comment, ok, j'ai mon routeur, j'ai mes liens, etc., mais comment je navigue. Donc en plus de la navigation JS qu'on voit pas dans la formation, donc on peut naviguer de manière programmatique en injectant le routeur en faisant un navigate pour pointer vers des URL, des redirections conditionnelles par exemple, ou tout simplement en mettant ces deux directives là dans le template du module, du composant qui gère la route. Donc on a un attribut, excusez-moi, on a une propriété router link qui est à laquelle, on va passer du coup l'URL, potentiellement avec des paramètres qu'on n'a pas affichés ici, et directement le routeur va nous générer le href avec la bonne route qui va bien. L'élément router outlet, en fait, c'est comme le ngView d'Angular 1 ou le UIView, c'est le place sur lequel la vue va s'afficher. Et donc on peut en avoir un par composant maître, on va dire, de chaque route. Parce qu'en fait, on peut aussi avoir des routes enfants. C'est-à-dire qu'on peut avoir le premier niveau de la route, c'est géré par un composant. Par contre, tout ce qui suit, c'est géré par ses sous-composants. Donc on peut déléguer en fait la gestion des routes qu'on ne voit pas dans cette formation-là. Pareil, le routeur, il faut 1 heure de camp, juste sur le routeur aussi. Il y a d'ailleurs Victor Savkin qui a écrit un bouquin sur ça pendant qu'il développait le routeur. On a aussi, et forcément en fait, les composants peuvent utiliser de la data, donc pour cela ils vont appeler des services. C'est aussi les bonnes pratiques d'Angular 1, toujours utiliser des services pour tout ce qui est métier, tout ce qui est data. Et on va distinguer deux notions en fait. On va distinguer les services locaux et les services globaux. Donc pour injecter, utiliser des services localement, c'est-à-dire aux composants, dans la notation component, en fait, on va utiliser l'attribut provider et dans lequel c'est un tableau en fait, on va du coup donner la liste des services utilisés par ce composant-là. Et ce composant en fait va avoir une instance dédiée à lui. Il y a toujours des animations que j'ai oublié de passer. L'autre façon globale, et donc là ça se passe au niveau du module. Donc le module possède aussi la même propriété providers dans laquelle du coup on va passer le data store par exemple. Alors il y a une petite différence en fait entre les deux. Comment dire? En Angular 2 en fait on a cette notion donc de hiérarchie en fait dans les injecteurs. En Angular 1 on n'avait qu'un seul injecteur. En Angular 2 en fait chaque composant possède son propre injecteur. C'est-à-dire que le composant qu'on avait avant, lorsqu'il va aller chercher data store en fait, il va commencer d'abord par regarder dans sa liste de providers est-ce qu'il a une instance, est-ce qu'il a une définition data store. S'il la trouve, il va récupérer son instance. Mais s'il la trouve pas, il va remonter en fait la chaîne. Donc jusqu'à arriver au module. Et s'il ne trouve pas dans le module, vous allez avoir une petite erreur dans la console, comme qu'il ne trouve pas de provider en fait. Et à chaque fois en fait que vous avez votre service qui est partagé entre plusieurs composants, tous ces composants vont avoir la même instance, donc un singleton. Donc si vous voulez avoir des instances spécifiques aux composants, préférez les services locaux, on va dire. Injecter localement les services. On peut aussi donc configurer, donc l'injection de dépendance, pareil, c'est un sujet qu'on peut détailler longtemps en Angular 2 et qui est d'ailleurs mieux implémenté qu'en Angular 1 et très 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 performant. Par exemple, en fait, lorsque on fait cette notation-là, donc provider et on passe data store, ça c'est un sucre syntaxique en fait. Ça c'est la forme canonique.
On va dire au provider en fait, ok, quand tu vois le token datastore, donc ça c'est le premier datastore, utilise la classe datastore. Comme on fait datastore, on a des deux côtés, ben, on peut faire simplement datastore, c'est bon. Le provider il sait faire. Pourquoi en fait on a cette syntaxe là? Parce qu'on va pouvoir exploiter par exemple cette configuration là dans certains cas. Typiquement, je peux dire au provider, ok, dès que tu vois le token, bah token du coup, le token, ouais, il y a trop de tokens là. Le premier token, c'est ce qu'on injecte dans les constructeurs des services et composants, d'accord? Quand on injecte datastore tout à l'heure, en fait, c'était pas la classe, c'était un token. Juste on va dire un token. Je sais pas comment l'expliquer. Ça veut dire qu'à chaque fois que dans n'importe quel constructeur, le framework, l'injecteur va voir token, il va la remplacer par hello world en fait. Parce que je lui dis, ok, token, c'est hello world parce que use value hello world. Je peux aussi donc faire comme ce qu'on avait avant, soit use class, soit use existing pour reconfigurer l'instance, enfin la classe à instancier. Typiquement, quand vous faites des tests unitaires, bah en fait on n'a pas envie de charger la bonne classe. En fait, on a envie de charger une classe moquée. Dans ce cas-là, on va préférer ça. Et puis la dernière syntaxe, c'est de passer par une factory pour configurer l'instance qu'on va utiliser. Alors, nous factory, c'est peut-être un peu, ça peut porter à confusion. En fait, ça crée pas une nouvelle instance à chaque fois. Ça sera toujours un singleton. C'est juste que là, vous avez la main sur la création de l'objet en fait. Et donc typiquement, si l'objet datastore possède des dépendances, bah, la syntaxe est la suivante. On passe les dépendances là-bas vers la fonction, le lambda, et puis on a un attribut depth et on passe la liste des dépendances. Donc, on a vu pas mal de choses déjà. Hein. On a parlé de composants, qui sont donc l'essentiel d'une application. On a parlé de la gestion des états, les différents life cycles, la syntaxe des templates, les directives, et ainsi de suite. Et il reste pas mal de choses. Oui, il y a pas mal de choses qu'on n'a pas le temps de voir aujourd'hui, malheureusement. Le module HTTP est très puissant en Angular 2. On a tout un concept d'animation aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, basé sur les web animations, qui permet de faire des choses très poussées. Vous pouvez faire des enchaînements d'animations. C'est avec une syntaxe assez sympa. Ouais. Pour tout ce qui est formulaire aussi, ils ont complètement revu par rapport à Angular 1. Là, pareil, très très puissant. Vous pouvez avoir des validations comme vous voulez, des sous-formulaires. On peut peut-être faire un mot sur les formes en fait, rapidement. En fait, il y a en Angular 2, pardon, et Angular 2, parce qu'on a un peu de temps. En fait, on a deux API de forme. On a le template driven comme en Angular 1. Je vais peut-être me mettre là. Qui se passe au niveau du HTML. Voilà, qui se passe au niveau de l'HTML. Vraiment comme en Angular 1, on fait les requires pour la validation. On a le ng-model que tu as présenté tout à l'heure. Mais en Angular 2, en fait, on a aussi le model driven formulaire. C'est-à-dire qu'on va faire notre formulaire en JavaScript, dynamiquement. Imaginez, voilà, votre serveur vous retourne un schéma de formulaire et enfin, votre application Angular, enfin, vous allez la coder, hein, ça vous génère votre formulaire avec les bons inputs, les bons champs, les bons labels, etc. Donc là, enfin, on bosse avec des clients qui commencent à implémenter ce genre de formulaire dynamique basé sur des schémas générés par le serveur. Donc voilà, donc c'est vraiment pas mal. Ouais, et comme beaucoup d'autres choses, comme disait Wassim tout à l'heure, il y a des conférences d'une heure entière qui parlent de ces sujets-là. Pareil, Material Design, ils ont repris un peu ce qu'ils avaient fait dans Angular 1 en se disant on va faire la même chose sur Angular 2. La documentation est un petit peu légère aujourd'hui, mais il y a une bonne partie des composants qui sont déjà implémentés. Vous pouvez les voir sur le Git. Pareil, il y a beaucoup de choses, donc tout ce qui est edit-n, les web workers. RX Observables, il y a Wassim qui a fait un lightning talk ce midi sur sur RxJS, pardon. Non, pas RX. Sur RxJS. Donc c'était filmé, donc je pense. Et c'était filmé, voilà. vous pouvez la voir. Et le server-side rendering avec Angular Universal, comme aussi Wassim l'a mentionné. On va parler un peu des outils, vite fait, pour développer sur Angular 2. Alors, juste un petit rappel de ce que disait Wassim tout à l'heure. Vous pouvez développer en TypeScript, ce qui est recommandé, en ce que j'appelle JS ici. La JavaScript, c'est ECMAScript 5. ES, c'est ce qu'on appelle ECMAScript 6. En Dart, pour ceux qui sont aventuriers. Et avec tout ça, vous pouvez faire de l'Angular. Au niveau des éditeurs supportés, la majorité des éditeurs ont des plugins pour gérer Angular. Là, c'est chacun ce qu'il aime. Chez Wassim adore Atom. Moi, je suis plus sur Visual Studio, qui, comme est fait par Microsoft, qui développe TypeScript et est assez poussé là-dessus.
Et on a aussi différents build systems. Alors là, pour ceux qui ont développé avec Angular 2 depuis les bêta RC, c'était un cauchemar. On avait plein de choses dans tous les sens pour bootstrapper les projets, on avait des starters, etc. Mais on va vite passer parce qu'on a aujourd'hui la CLI qui est encore en bêta, mais qui est déjà très fonctionnelle, qui vous permet de créer vos projets, de créer vos composants, de créer vos services, d'exécuter le builder, d'exécuter vos tests. Vous pouvez déployer même sur des GitHub Pages. Et très pratique, et en plus, du coup, ça respecte une certaine norme au niveau de l'architecture de votre application. Et les standards, quoi. Pas les conventions, etc. Les conventions standards, ouais. Donc voilà, on encourage vraiment à utiliser la CLI d'Angular. Alors on va parler un peu de stratégie de migration, vite fait, parce qu'on a vu au début que beaucoup d'entre vous développent sur Angular 1. Une question d'abord peut-être. Qui a envie de migrer d'Angular 1 vers Angular 2? Donc il y en a pas mal qui veulent rester sur Angular 1 quand même. Vous avez le droit. Hein. La moitié. Alors il y a une stratégie qui est bien décrite sur le site d'angular.io pour migrer de Angular 1 à Angular 2, qui est une stratégie avec une approche pas à pas. Il y a quelques règles quand même à respecter au niveau de votre application Angular 1. Notamment, il faut que votre projet soit divisé en features, donc et non avec tous vos contrôleurs, tous vos services, etc. Donc vraiment par feature. Il faut utiliser un loader, comme SysMJS par exemple. Il faut que ça soit écrit au moins en ECMAScript 6, en TypeScript, parce qu'on peut écrire aussi TypeScript avec Angular 1, mais au moins en ECMAScript 6. Et il faut être minimum en Angular 1.5, donc parce que ça gère tout ce qui est aujourd'hui composant et le routeur qui est backporté depuis Angular 2. Donc voilà, ce sont les minimums requis pour pouvoir utiliser l'outil de migration qui s'appelle NGUpgrade et qui vous permet de faire tourner à la fois une application avec du code Angular 1 et Angular 2. Donc par exemple, si là on prend un exemple d'arbre de composants, vous avez ce qu'on voit en bleu A1, c'est du code Angular 1, et vous pouvez avoir aussi des composants Angular 2 qui tournent dans votre application. Donc ça vous permet d'avoir vraiment une migration en douceur. Vous n'êtes pas obligé de tout refaire d'un coup, vous pouvez avoir du code Angular 1 et Angular 2 dans votre même application. Comment ça marche NGUpgrade, donc l'outil d'upgrade d'Angular 1 Angular 2. Si vous avez du code Angular 1 et que vous voulez appeler du code Angular 2, il va juste downgrader le code Angular 2 pour qu'Angular 1 le comprenne. Et inversement, si vous êtes dans un module Angular 2 et qui a des modules Angular 1, enfin des composants Angular 1, il va les upgrader pour qu'Angular 2 les comprenne. Voilà, tout ça c'est bien documenté sur le site d'Angular.io, donc je vous encourage à aller voir la documentation. On va avoir un peu quelques feedbacks, parce que c'est le meilleur moyen de savoir ce qu'en pense un peu la communauté d'Angular 2. En général, donc les commentaires qu'on va mettre là, c'est ce qui ressort principalement sur Internet. Grâce à TypeScript, entre autres, on a un développement qui est quand même beaucoup plus rapide. On a vu avec tout ce qui est annotation, classes, etc. Et voilà, grâce aux décorateurs, au TypeScript et aux classes, c'est génial. Ouais. Et effectivement, il n'y a pas que des points positifs, hein, il y a aussi des gens qui gueulent. Il disait, voilà, par exemple ici, au départ, hein, surtout à l'époque de la RC, la alpha même encore, c'était galère pour démarrer en fait un projet, une application Angular 1. Bah, maintenant, en fait, on a un CLI depuis quelques temps. Et donc voilà, il faut l'utiliser. Il y a aussi des starters. Je pense qu'ils sont pas mal aussi. Mais bon, le CLI, c'est officiel, il respecte les bonnes pratiques, etc. Il y a même aussi des commandes qui vont arriver plus tard, par exemple, pour vous aider à migrer d'Angular 2 vers la 3, vers la 4, vers la 5, enfin des migrations automatiques, quasi automatiques, on va dire. Donc voilà, faut vraiment il y a aucune raison de ne pas l'utiliser, quoi, je veux dire. C'est bon, à chaque fois qu'on dit que la migration est facile, il y a un brouhaha dans la salle. Ouais. Les gens sont pas d'accord. Moi, j'y crois. Dans les bénéfices d'Angular 2 par rapport à Angular 1, il y a des benchmarks qu'on revoit souvent, parce que dans la plupart des présentations d'Angular 2 faites par l'équipe d'Angular, ils montrent ça. Donc en l'occurrence, tout ce qui est channel detection, qui était le côté magique d'Angular, on est 10 fois plus rapide. Et en global, sur une application, on est à 2 fois et demi plus rapide que ce qu'on avait dans Angular 1.
Et puis, en tout ce qui concerne la syntaxe, bah, pareil, il y avait des gens qui ont détesté la syntaxe au départ quand l'équipe a présenté le framework, il y a 2 ans, je pense. Alors que ce soit les annotations à l'époque pour AdScript ou bien les annotations crochet, parenthèse, étoile. Voilà, ça reste effectivement que de la syntaxe, faut s'y faire. En plus, la syntaxe HTML, c'est de l'HTML valide. Bon, même si vous voulez valider votre application, ça passera quand même. Voilà, faut pas se focaliser sur ça quand même. Il y a quand même pas mal de concepts. Et puis voilà, enfin, on est des développeurs. La syntaxe, c'est la syntaxe. Quand on change de langage, on change de syntaxe aussi. Faut s'adapter. Faut s'adapter. Quelque chose qui est bien avec Angular 2, on parlait au début pourquoi ils ont refait Angular entièrement et pourquoi ils ont tout cassé. Angular aujourd'hui respecte les standards, donc c'est accès composants entre autres, et tout ce qu'on a vu, donc annotation par exemple, et beaucoup d'autres concepts qu'on voit dans TypeScript, ce sont un peu des anticipations de ce qu'on va potentiellement et sûrement retrouver dans les futurs standards d'ECMAScript. Donc voilà, Angular prend le pari de à quoi va ressembler le web demain, et nous on va aujourd'hui déjà le mettre en place. Et tout ce qu'on a dit tout à l'heure aussi, hein, il y a du server-side rendering, il y a du mobile first, des applications natives, donc tout ça, c'est des choses dans Angular 2 qui n'étaient pas possibles de faire facilement, en tout cas avec Angular 1. Et une des questions qu'on nous posait au début, c'était ok, en fait, il n'y a pas de convention pour l'instant, comment on fait, etc. On a vu avec Angular 1, on a eu les conventions, enfin les bonnes pratiques, que tardivement d'ailleurs, grâce à John Papa. Et du coup, notamment, John aussi en fait a travaillé avec quelques personnes comme Minko par exemple, et même l'équipe, et même nous. Enfin, il y a pas mal de gens qui ont contribué en fait à écrire des bonnes pratiques, des style guides pour Angular 2, qui sont d'ailleurs sur le site angular.io, le site officiel. Donc on a des style guides. Et en plus la CLI maintenant standardise de code, parce que si tout le monde utilise la CLI, on aura une architecture qui sera similaire et il sera facile de rentrer dans le projet de quelqu'un d'autre, ce qui n'était pas le cas du tout en Angular 1 d'ailleurs. On a un support de navigateur qui est assez sympathique dans Angular 2 aussi. Notamment on a pris l'exemple d'Internet Explorer parce que c'est le plus critique aujourd'hui quand on développe des projets professionnels. Donc à partir d'Internet Explorer 9, Angular 2 fonctionne. Ouais, un petit mot sur ça aussi. En fait, le support de IE 9 et plus n'est pas fait par l'équipe Angular. C'est fait par une boîte française en fait. Il y a 2 devs qui bossent dessus. Voilà, on va pas dire qui c'est, mais ils sont à Nice. Et du coup en fait c'est eux qui en open source en fait travaillent sur le support. Donc voilà, donc si vous avez des soucis avec IE, faut pas les gueuler sur l'équipe, faut les gueuler sur les 2 personnes. Moi je vous ai rien dit, mais c'est filmé. Ou alors vous les aidez. Et voilà, donc effectivement il y a 2 personnes qui m'ont dit ouais l'injection de dépendance c'est de la 1. Je peux rien faire, hein, c'est un choix personnel. Maintenant l'injection de dépendance c'est dans plein de frameworks back on va dire, et en front en fait je crois qu'il y a qu'Angular qui fait ça. Moi je pense que c'est pas mal. Je pense que qui préfère l'injection de dépendance? Les autres ils n'ont pas d'avis, ok. Ça veut pas dire non, c'est-à-dire on n'a pas d'avis. Ouais. Voilà, c'est rien. Et dans les bénéfices, on a montré tout au début le bootstrap d'une application Angular où on lui disait écoute, ce coup-ci tu tournes dans une application web, donc dans le browser, pardon, mais Angular 2, comme on l'a dit, donc avec Angular Universal par exemple, tourner sur votre serveur. Donc ça marche en Node et .NET je crois aujourd'hui, et puis voilà. C'est en cours de Java, Python, vont venir quand on aura. Ça va venir. En tout cas, si vous avez votre bac en Node.js ou en .NET aujourd'hui, vous pouvez faire tourner le code Angular de côté serveur. Ouais. Tout ce qui est Angular native aussi pour le mobile. Des enchaînes. Vraiment super. On va finir avec ça du coup, parce qu'il reste 1 minute. Ouais. Alors on avait vite fait des citations de personnes reconnues dans la communauté ou développeurs sur Angular. Ouais. Voilà, Angular 2, c'est des avis d'experts, etc. C'est comme Angular 1, mais en mieux. Si vous faites de l'Angular 1, donc vous avez vu en plus avec les versions qui avançaient 1.4, 1.5, 1.6, ça ressemble de plus en plus à Angular 2 pour faciliter justement la migration. John Papa qui nous dit ça, Wassim, que je cite. Donc Angular 2 est donc construit au-dessus des standards du web, ouais, effectivement. Donc, on parle avec les standards du web, donc si vous... On a bien vu ça avec les parenthèses sur les événements, les attributs, enfin tout ça on connaît en fait en tant que développeur front. Il y a juste 2-3 bricoles les syntaxes à apprendre, mais le reste c'est bon, les concepts. C'est de la syntaxe. Mais les concepts derrière sont les mêmes. On recite Wassim, tu veux te citer toi-même? Moi je préfère ces citations-là, effectivement. En fait, Angular 2 maintenant c'est une plateforme, je pense que vous l'aurez compris, hein, avec tout ce qu'on a, le serveur, le web worker, le mobile, etc., le CLI. Donc
Et ce qui est important aussi, c'est que ça reste quand même modulaire. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vu, on peut tirer, importer ce qu'on veut, utiliser vraiment que les modules qui nous intéressent. Et bon, on va partager les slides après sur Twitter, mais et même l'équipe, il me semble, de BTX vous les partagera. Donc il y a quelques liens, pareil, des ressources. NG Europe dans une semaine. Wassim sera là-bas pour parler d'Angular Universal. Devfest à Nantes bientôt. Voilà. Et puis en Pologne, ceux qui vont en Pologne en novembre. Donc merci. Et si vous avez des questions, on va rester là ou peut-être sortir dehors, parce que là je pense qu'on n'a plus le temps pour les questions. Ouais, bah, ça vient de finir. Voilà. Donc merci à vous.